Merci d'être avec nous ce matin. Magali, vous êtes présidente de l'UDECAM. Directrice générale, le président de l'UDECAM. J'étais en train de me dire, Thomas va me dire non. Vous êtes directrice générale de l'UDECAM Asti. Je pense que ce serait bien qu'on commence ensemble, même si Thomas, justement, en a touché un mot en introduction. Je posais la question, comment est-ce que l'UDECAM considère son rôle face aux enjeux qu'on soulève depuis ce matin et aux débats qui ont déjà nourri nos réflexions? Alors, avant de parler de l'UDECAM, je vais vous parler d'agence média. Je voudrais juste rappeler quel est le rôle d'une agence média, en France en particulier. Une agence média est mandatée par son client pour la conseiller et l'accompagner comme intermédiaire entre la marque et les médias. À ce titre, on a un devoir, et c'est très souvent contractuel d'ailleurs, de neutralité et d'objectivité. Mais l'objectivité, c'est bien ce qui nous pousse à nous interroger et à alerter nos clients depuis un petit moment maintenant sur la dérive et le décrochage des investissements, notamment dans la presse. Et cette inquiétude, elle n'est pas que sur la décroissance. On a beaucoup parlé de moins 40, moins 50, moins 70% à échéance 2030. Mais elle est aussi sur le décrochage entre la puissance de la presse et ce que la pub lui rapporte. Et en fait, j'ai regardé, en particulier sur les sites d'information et d'édition, qui, vous le savez, ont décroché dans le dernier observatoire de l'e-pub de 6% par rapport à l'année dernière. Mais j'ai surtout regardé qu'il y avait un écart entre la part d'impression, donc l'équivalent d'une part d'audience, et la part d'investissement sur le display de ces sites de 6 points. Et 6 points, c'est 100 millions d'euros. Bien évidemment, malheureusement, au détriment de la part d'investissement. C'est énorme. Une fois que vous avez touché du doigt, justement, et c'est très important de le faire, le volume concerné, à quoi est-ce que vous attribuez, les uns et les autres, Pascal, par exemple, à quoi est-ce que vous attribuez ce décrochage ? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Moi, je pense que le décrochage, il est lié à plusieurs éléments. D'abord, il y a un fait, il y a un constat qui est que les plateformes, elles ont suscité un énorme engouement en créant des services, des expériences pour leurs utilisateurs. Elles ont beaucoup investi dans les innovations, elles les ont fédérées, elles les ont fidélisées. Et puis, elles se sont diversifiées et puis elles se sont aussi multipliées. Maintenant, on voit l'essor d'un TikTok, par exemple. Donc ça c'est un premier fait. Et finalement, on peut se dire que ce fort impact de ces plateformes, il va certainement jouer un peu sur notre temps libre. Et donc, ainsi, les plateformes, elles s'accaparent un peu de ce temps, et certainement au détriment des grands médias. Alors évidemment, il n'y a pas que là-dessus, mais c'est en partie vrai. Après, d'un point de vue médias et de publicité surtout, c'est vrai que ces plateformes, elles ont réussi à agréger un grand nombre d'utilisateurs qui deviennent des audiences massives et qui sont donc hyper intéressantes pour les annonceurs en termes de reach à toucher. Mais elles ont aussi surtout beaucoup investi dans l'innovation. Donc c'est vrai que on peut concéder à ces plateformes, quand on est une agence, de venir nous voir assez régulièrement et de nous présenter beaucoup d'innovations. Donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup dans nos radars, c'est une réalité. Et puis elles permettent aussi, alors attendez, je ne veux pas faire l'apogée des plateformes, mais c'est juste une réalité, je pense que c'est important qu'on se dise aussi les choses. Elles permettent de générer des performances parce que, évidemment, elles ont beaucoup d'inventaire et puis beaucoup d'utilisateurs. Et donc ça intéresse aussi beaucoup les annonceurs et aussi les agences. Mais il y a quand même un élément qu'on observe et qu'on ne peut pas minimiser. C'est l'investissement digital qui s'est fortement concentré dans les hubs internationaux. C'est-à-dire qu'il y a certains annonceurs qui ont décidé de piloter, d'orchestrer leurs médias, donc leur achat média,
dans un hub international et de ce fait, qui vont décider conjointement avec leur agence de travailler avec une plateforme qui aura certainement un rayonnement mondial. Donc voilà, donc, tous ces éléments, alors il n'y a pas que cela, il y en a plein d'autres, mais tous ces éléments font que oui, ça prend une grande place. Mais pour autant, je pense qu'on se doit absolument de réfléchir et de se soucier aux conséquences de certains choix qui sont extrêmes. Nous, on est là pour ça aujourd'hui. On n'est pas là D'autant pour que oui, c'est là avoir où des vous êtes discours attendu. aussi culpabilisants. Je pense que c'est super d'avoir cette initiative, mais il ne faut pas culpabiliser. Je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble. On a parlé de... Je ne dis pas que ça a été le cas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit des choses hyper positives, mais je pense que c'est très important. Moi, je n'ai pas envie de me sentir culpabilisée. J'ai envie qu'on vienne me voir, qu'on ne se plaigne pas, qu'on se dise bon, on peut faire des choses ensemble. Et évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense que le groupe que je représente, mais les agences qu'on représente tous, parce qu'on se connaît bien, sont là aussi pour dire que non, on n'est pas complètement fermé, on est plutôt des gens ouverts. Oui. Et on est là pour accompagner aussi nos annonceurs pour aller dans le bon sens. Et veiller à l'équilibre justement des investissements, ce qui est complexifié forcément par l'automatisation dont vous parlez, mais peut-être pour passer la parole à Guillaume, mais j'entends bien votre point, il ne s'agit pas d'opposer les plateformes et les grands médias, pas du tout, mais justement de trouver des solutions pour veiller à garantir cet équilibre aujourd'hui. Comment est-ce que vous saisissez de cette responsabilité et de ce problème aussi? D'abord, je veux qu'on garde ce ton positif. Voilà, c'est... Je pense très bien de pouvoir avoir ce débat dans un lieu qui est comme la Sorbonne, voilà, qui me rappelle des bons souvenirs. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est rentré dans une nouvelle ère de la publicité, qui est une ère qui se caractérise par les plateformes. Et Pascal, on le dit tous, mais certaines grandes plateformes On vous entend mal, concentrent investissement, audience et innovation et offrent des capacités de ciblage qui sont très fortes et qui permettent d'ouvrir de nouvelles expériences. Maintenant, quand on réfléchit à cette plateformisation, ce n'est pas uniquement les grandes plateformes américaines ou chinoises. Il y a une plateformisation des médias, notamment français, qui capitalise sur quoi? Sur de la technologie, sur énormément de données, sur des créateurs, sur un contenu qui a une énorme qualité et une énorme valeur, notamment une valeur sociétale très importante. Et nous, notre travail, c'est de veiller au pluralisme des médias. Et pour ça, notre rôle d'agence, de responsable marketing ou de communication, c'est de parfaitement comprendre l'ADN de ces plateformes, l'ensemble de ces plateformes, dont les plateformes françaises, voilà, pour pouvoir mieux les valoriser, mieux les comprendre et aider les marques à écrire ce que nous, on considère comme les nouvelles narrations qui sont multiplateformes aujourd'hui. Voilà. Et veiller à ce pluralisme. Alors pour ça, il y a du travail à faire. C'est vrai qu'il y a un travail de formation auprès de nos équipes, en particulier auprès des jeunes générations qui ont grandi avec les médias sociaux, auprès de ces hubs internationaux qui aujourd'hui sont programmatiques. Voilà, et beaucoup de gens à l'étranger ne connaissent pas bien ces médias. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut continuer, nous, de notre côté, aussi à créer des offres qui sont valorisantes. Donc, par exemple, une offre chez GroupM comme Back to News, mais on en crée tous pour valoriser ce paysage de l'information, sont extrêmement importantes. Et on a cette opportunité de pouvoir en discuter, de le construire ensemble. Et peut-être le dernier élément, c'est un travail avec nos clients de discussion ouverte, de sensibilisation, et potentiellement une approche aussi potentiellement plus volontaire et un peu plus militante. Voilà. C'est ça, parce que Back to News, c'est votre façon de pointer les investissements vers des médias qui sont créateurs de contenu, qui fabriquent aujourd'hui. De contenu, qui sont valorisants pour l'écosystème français, voilà, et qui méritent effectivement à continuer de se développer et à être plus poussés. Peut-être un petit détour, Dorothée, avant de vous interroger. Magali, à nouveau avec votre casquette UDECAM. Ce type d'offre, c'est aujourd'hui la ligne de conduite que se sont fixées, en gros, l'ensemble des agences pour agir et pour essayer de contrer le gisement. Oui, c'est malheureusement peut-être encore insuffisant, mais
quasiment l'ensemble des agences ont pris des initiatives depuis déjà plusieurs années. On s'inquiète cette année avec le coup de projecteur des États généraux de l'information, mais ça fait malheureusement un moment qu'on a pris conscience, nous, en agence, qu'il fallait absolument essayer de faire des choses pour redresser la situation. Donc effectivement, on parlait de Back to News chez GroupM. Pour ne pas en oublier, je vais vous lire une petite liste à l'après-vert des initiatives des agences médias en France. Pascal, pour Publicis, avec votre projet Positive Media Project, donc vous êtes à la 4e édition cette année. Le groupe Omnicom, Omnicom Media Group, qui en fait a un programme de formation pour ses clients à la presse, au bénéfice de la presse. Le fonds de notation de values, le statut récent d'entreprise à mission de Dentsu, bien sûr, qui, dans le cadre des engagements, va investir sur des médias au profit de la société. La Française de programmatique, qu'Avas a lancé il y a déjà presque 6 ou 7 ans, et Media Brands, qui a ce qu'ils appellent un Media Responsible Framework. Donc, ce sont toutes des initiatives individuelles. Je tiens quand même à souligner, puisque les annonceurs, donc effectivement, sont incités à cette discrimination politique par leurs agences, mais c'est leur choix d'y aller ou pas. Mais il y a de plus en plus d'annonceurs qui, à partir du moment où on leur prouve l'efficacité de l'investissement, ne sont pas des mécènes, sauf certains, mais la plupart cherchent l'investissement efficace pour leur marque. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui sont prêts, effectivement, à challenger la simplicité d'aller vers les plateformes et avoir une forme de complémentarité ou d'équilibre entre les marques historiques françaises et les plateformes. Merci Magali pour cette vision d'ensemble. Dorothée, puisqu'il n'y a pas d'offre packagée entre guillemets chez Cospirit, comment est-ce que ça s'organise ? Alors, nous, pour le coup, alors le pluralisme, pour nous, c'est clé et c'est extrêmement important. Donc, du coup, on ne fera pas de différence entre la presse d'information, la télévision ou les autres types de médias. Mais en fait, on a un KPI au bureau, enfin à l'agence depuis 4 ans maintenant, qui a été difficile à mettre en place, mais maintenant, c'est une fierté. En fait, c'est la part du digital par rapport au GAMAM, c'est-à-dire qu'on se compare tous les semestres à l'IPUB du SRI ou au BUMP. Et aujourd'hui, en 2023, je crois que 68% des annonceurs investissent dans les GAMAM, alors que nous, on a 40% contre 60% pour des plateformes ou des éditeurs extérieurs. Donc, en fait, c'est notre KPI de mesure, c'est moins de GAMAM. On n'est pas contre. On veut juste un meilleur équilibre, et plus l'équilibre, enfin en tous les cas, plus la différence sera importante, plus elle ira à d'autres éditeurs. Et ensuite, cette année, on a mis un autre KPI à l'agence, donc je n'ai pas encore les chiffres, je les aurai à la fin de l'année. C'est la part d'investissement dans le média national et la part d'investissement dans le média local. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre, puisqu'on sait on en reparlera tout à l'heure, il y a effectivement des enjeux économiques et démocratiques sur la presse d'information, mais il y en a tout autant sur la presse des territoires et la presse locale. Tout à fait. Et vous arrivez à mesurer aussi finement c'est ce qu'on est en train de mettre en place, donc je vous donnerai des chiffres à la fin de l'année, mais effectivement, on a commencé à mettre ça en place pour voir la part. Ok. Et par rapport aux résultats dont peut-être vous pouvez témoigner, Pascal, notamment par rapport à ce que vous avez pu mettre en place avec des annonceurs, avec des politiques volontaristes, comme l'évoquait Magali, de quoi est-ce que vous pouvez... Magali l'a bien précisé. Effectivement, en fait, je pense qu'il y a le sujet de l'équilibre, le sujet de la morale, de l'éthique qui est important. Mais avant tout, nous, on est là pour accompagner nos clients à se trouver dans des paysages qui leur ressemblent, qui ressemblent à leur marque, qui ressemblent à leur service. Donc il y a une vraie cohérence et il y a un devoir de notre part à les accompagner dans ce sens-là. Et évidemment, les médias d'information, les médias de contenu sont la meilleure réponse pour celle-là, mais elle doit venir compléter une offre qui existe déjà, où il y a déjà des personnes qui utilisent les plateformes. Donc voilà, c'est une question de complémentarité. En termes de résultats, on a par exemple dans le domaine du luxe travaillé avec nos clients sur une démarche qui va justement dans ce sens-là, sur la déconcentration de tous ces investissements dans les plateformes, et qui visait plutôt à chercher et à prouver l'efficacité sur des items branding en menant des tests d'abord
et en essayant de mesurer si le fait d'être exposé dans un environnement qui est complètement aligné avec la maison, en l'occurrence, ou des produits de luxe, on pouvait avoir un uplift assez conséquent sur des items de considération, d'attention, et qui permettait de mesurer par rapport à cette même campagne qui était diffusée sur des plateformes, vraiment cet uplift qui était significatif. Donc voilà, ça c'est des démarches qui sont ultra positives parce qu'on va accompagner ces clients vraiment sur ces sujets d'efficacité. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de ça aussi. Ça reste mettre en le avant ROI. l'efficacité plutôt que d'aller tout le temps mettre le point Sur, et la l'accent responsabilité. sur ils sont plus forts, ils sont plus mais ils font pas bien. Oui, ils font pas bien, et ça c'est super d'avoir cette prise de conscience. Et je pense qu'il faut qu'on accompagne aussi effectivement, notamment la nouvelle génération. On a une culture des basiques du média qui doit vraiment être travaillée. On doit recréer de la curiosité. On doit les faire lire. Ils disent plus. Et je ne parle pas que des jeunes, hein. C'est vraiment une notion qui est importante. Et nous, on est là aussi pour ça, hein. On a parlé de la formation, mais je pense que c'est ultra important quand on accueille des stagiaires, des alternants dans nos agences. Je pense que c'est très important de ne pas juste les mettre sur une mission dont on a besoin pour assez rapidement. Je pense qu'il faut qu'on passe du temps aussi à leur expliquer La pédagogie pourquoi ils bossent dans le média, que ça a vraiment un sens, et les sujets d'information, de démocratie, ils ont toute leur place dans notre écosystème. Dans la formation professionnelle. Donc, quand on vous écoute, il y a quand même beaucoup de solutions qui poussent dans ce sens vertueux qu'on appelle tous de nos souhaits. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait défaut peut-être à l'organisation actuelle, Guillaume? Nous, aujourd'hui, on est convaincus de la force et de la puissance du contenu, du contexte. Et puis, je rejoins Pascal, je pense que l'entreprise a un rôle aussi par rapport aux futures générations. Voilà. Maintenant, si on revient à notre sujet, je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles très fortes de la part des médias. Il y a eu des initiatives collectives qui n'ont pas forcément toutes été assez poussées, certainement, ou valorisées. Mais aujourd'hui, il y a quelques enjeux. Donc, si je reviens à cette forme de plateformisation, la simplicité d'accès, la qualité, l'exhaustivité des données, peut-être que le fait d'avoir aussi, comme des plateformes, un identifiant unique qui permet d'être plus précis, d'avoir une donnée qui n'est pas forcément la même pour tous, mais qui est normalisée, qui est homogénéisée, c'est certainement une autre piste. D'avoir aussi, pour ces hubs internationaux, il ne faut pas minimiser leur poids aujourd'hui, un modèle technologique un peu plus programmatique, by design, pardon pour l'anglicisme, voilà, et de continuer à les accompagner pour qu'ils comprennent aussi comment être pertinent d'un point de vue culture française, en comprenant les médias et pas uniquement la technologie d'une plateforme. Voilà, quand on a un trader qui a entre 25 et 30 ans, qui est anglo-saxon et qui trade sur des multiples marchés, il faut lui expliquer les choses et valoriser l'efficacité de ce qu'on peut faire. Voilà. Si je reviens sur ces hubs aussi, on voit qu'il y a pour certains annonceurs le choix d'aller vers des modèles de centralisation, de centralisation au niveau international ou régional. Comment accompagner les grands médias français dans la construction des business plans communs? C'est un autre sujet qui est très intéressant. Et puis peut-être le dernier qui pose une question, c'est aujourd'hui dans un monde qui effectivement est entremêlé, qui est de plus en plus flou, on voit que les grands médias aussi voient leur audience croître à travers les médias sociaux. Voilà, les diffusions sur Instagram, les diffusions sur TikTok. Comment valoriser ces espaces? Comment donner accès à ces espaces? Voilà. Et puis certainement la question votre sujet, votre combat aussi, c'est le partage de la valeur une fois qu'on travaille avec eux. Donc ça pose effectivement beaucoup de questions, mais je crois que tous autour de cette table, on est convaincus de la valeur des médias, qu'on est là, nous, pour accompagner au mieux les marques dans des logiques d'efficacité et surtout pas céder à la simplicité de la technologie et du full automation. Voilà. Qui serait si simple. Vous citiez, Guillaume, les initiatives
conjointe qui manquerait un peu. Il se trouve que Cospirit, vous avez, vous, lancé les relocalisateurs, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. 2021, 3 ans. 3 ans, voilà, on perd un peu le fil des années. C'était une initiative à l'initiative de la presse locale avec 366 JC2Co, France TV et ADOT, c'était au départ. Quel bilan vous faites de ça justement, donc 3-4 ans plus tard? Alors au départ, effectivement, on avait besoin de parler de la force des territoires, donc il y avait 366, enfin vous avez cité France Télévisions et ADOT, et c'est devenu une association. Aujourd'hui, il y a 15 membres, dont 3 agences médias, Publicis et Dentsu. J'appelle les autres agences à nous rejoindre, évidemment. Et il y a effectivement la presse, 366, CMI, de la télévision, France Télé, de l'affichage, JC2Co, Cities, et j'en oublie. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais faire un appel aux annonceurs. On a besoin de vous. Il y a une urgence aujourd'hui démocratique et économique à investir dans les médias locaux. Quand je parle de médias locaux, je ne parle pas que du local, je parle du local au sens territoire français. Et si vous, annonceurs, n'imposez pas vos directives en termes d'investissement publicitaire, on aura beau former nos médias traders, à un moment donné, si vous leur dites on va faire que du Facebook, on aura beau avoir une valeur de conseil, on n'y arrivera pas. Et la relocalisation média, elle est clé aujourd'hui. 2030, c'est le rapport de l'ARCOM. Et c'est aussi, Nathalie Sona qui est partie, mais elle en parlait, on a des sujets climatiques. Et tout cet écosystème est en train de travailler et il est urgent de travailler sur un meilleur écosystème média national et local. Vraiment. Appel entendu. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci Dorothée. Pour terminer peut-être par des initiatives qui pourraient voir le jour à l'initiative de l'UDECAM, des initiatives solidaires ou du coup... Oui, au-delà effectivement des initiatives individuelles de nos membres, et on en parlera avec Stéphane en conclusion, mais ce colloque sera suivi d'ateliers concrets pour trouver collectivement des solutions pour que la presse ait sa juste place par rapport à l'audience qu'elle représente. On n'est pas resté les mains dans les poches quand même à l'UDECAM. Depuis le début d'année, on a initié 2 projets. Je crois que c'est Pierre qui parlait des blocklists. On est sur un chantier blocklist avec la PIG pour alléger les mots-clés d'exclusion, nettoyer, alléger et faire prendre conscience. Alors, l'UDM, l'Union des marques, est également dans ce projet-là. Donc, faire prendre conscience aux annonceurs que être dans un environnement où effectivement on parle de guerre, c'est pas obligatoirement négatif pour la marque, et ils le font très bien dans les écrans de 20 heures sur TF1, ça ne repose pas de problème. Et le deuxième projet, alors là pour le coup ça concerne plus la vidéo et les inventaires vidéo des éditeurs. On travaille avec effectivement l'interprofession sur un grand chantier de mesure cross-média de la vidéo pour essayer de qualifier et de mesurer le contact vidéo au sens holistique du terme. Qui était le point d'Hervé Navelou, justement, ça boucle tout à fait la conversation entamée ce matin. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous ce matin.